on avance et on parle digitalisation tout de suite maintenant. En fait, vous avez participé au chat. Je ne l'ai pas vu. Alors, j'étais en train de regarder, là, pendant le jingle, des petites choses qui ont été dites. Bon, en même temps, vous n'êtes pas non plus trop énervé, hein, je dois le dire. Donc, vous pouvez y aller et vous pouvez revenir et poser des questions. Il y avait une question sur la culture, de comment on peut inciter, favoriser l'accès pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y avait des différences territoriales sur les collaborations qu'on a pu constater? Et Anne-Cécile Fourage l'a dit tout à l'heure, je crois, en introduction. Oui, il y a eu de grosses différences territoriales sur les collaborations entre les uns et les autres. Enfin bref, on parle digitalisation à présent. Donc quels sont les risques? Ça aussi, c'est une petite arlésienne, c'est un serpent qui revient souvent dans le secteur médico-social, hein, la digitalisation, comment faut-il la voir? J'accueille pour ça donc deux invités. Tout d'abord, Manuel Alaric à ma gauche. Bonjour Manuel. Vous êtes directeur adjoint de l'association Nelson Mandela en Sarthe. Votre cœur d'activité, c'est le logement accompagné. Et l'hébergement. Et l'hébergement pour des personnes donc, en situation de précarité, mais aussi avec des problèmes d'addiction ou de santé mentale. Voilà, je ne dis pas de bêtises. 50 salariés? À peu près. Une cinquantaine. Combien de personnes accompagnées? Plus de 800 par an, enfants compris. Ok. Ah oui, vous accompagnez des familles aussi. Des familles, soit bénéficiaires d'une protection internationale ou en demande d'asile. Très bien. Et à ma droite, Tony Bessot. Bonjour Tony. Bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information à l'ADAPEI ARIA 85. 120 établissements. C'est ça, et plus de 6000 accompagnements. Ouais, et 1800 salariés. Exactement. Combien d'ordinateurs? Non, c'est une blague. Non, c'était juste énormément. C'était juste pour vous taquiner, parce que vous, votre boulot, c'est vraiment de gérer tout ce qui est système d'information, un système informatique, en fait. Tout à fait. Dans toutes leurs formes. Toutes leurs formes, qu'ils soient du poste de travail jusqu'à fournir une solution, un outil pour l'accompagnement, mais aussi pour les familles et les personnes en situation de handicap. D'accord. Si j'ai bien compris, dans votre structure, il y a une volonté très forte. D'abord parce qu'il y a ce poste qui existe. Exactement. Voilà. Alors en même temps, l'ADAPEI ARIA, c'est une grosse boutique, hein, on l'a dit. Mais il y a quand même ça. Je crois qu'il y a un budget. Il y a un budget conséquent qui a augmenté en plus. Effectivement, il y a eu une volonté en 2016. Et en 2016, dans le médico-social, ce n'était pas fréquent d'investir dans le système d'information. Et il y a eu la volonté du président, du directeur général et l'ensemble du CA de l'ADAPEI ARIA de Vendée d'investir dans le système d'information. Donc à l'époque, on consacrait, comme beaucoup d'acteurs du secteur médico-social, 0,3% de notre budget ce qu'on appelait au service informatique et qui était destiné à fournir des ordinateurs. Donc, cette volonté, les budgets qui augmentent, c'est parce qu'il y a une volonté très très forte derrière. C'est une volonté politique, stratégique, c'est quoi? Une volonté politique et stratégique, effectivement, du président, du directeur général de l'ADAPEI ARIA, d'aller dans la numérisation et la digitalisation, effectivement. Oh là là, que c'est vilain. Oh, que ça fait peur, qu'on n'aime pas ces termes-là. On va digitaliser, numériser l'action sociale et l'intervention et l'accompagnement social. Et donc là, il y a tout ce qui va avec, est arrivé par ici. Eh bien, du coup, on va consacrer de l'argent à du numérique et plus à de l'accompagnement. Non, je fais exprès, hein, je vous provoque évidemment, mais c'est parce qu'on sait bien quand dans des phrases comme ça. Puis vous, on voit, c'est votre boulot, vous faites ça, et vous y croyez, c'est votre projet, comme dirait l'autre. Et du coup, vous maniez tout ça avec beaucoup d'aisance, et vous nous direz tout à l'heure pourquoi c'est important selon vous, pour vous. À Nelson Mandela, on n'en est pas complètement là. On n'est pas réfractaire à la digitalisation, d'abord de fait parce que l'informatique aujourd'hui, vous ne faites pas sans, évidemment. Hein, Ça fait partie du quotidien aussi bien des publics que nous accompagnons, hein, les publics jeunes, des enfants scolarisés, et toutes les démarches à faire en 2020 sur des services informatiques mis en place par les services de l'État. Et après, évidemment, dans la pratique professionnelle, un gros tiers sont des intervenants sociaux qui font de l'accompagnement, et donc chacun a son ordinateur, chacun a son outil de travail. D'ailleurs, c'est une volonté forte du conseil d'administration et du directeur, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, de rentrer dans cette ère numérique. Ouais. Parce que c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, dans le quotidien de n'importe quel citoyen, le numérique est présent, dans le loisir, et puis au fur et à mesure, dans les démarches qui sont à faire. Donc, il y a deux côtés. Il y a le côté bénéficiaire, usager, nous les appelons des résidents, et le côté professionnel et évolution dans nos pratiques professionnelles. De quel côté il y a le plus de réticence? Chez les professionnels, chez les usagers, qui ont d'autres raisons des fois d'être réticents, mais...
Les deux pour moi. Oui, les deux. Après, certains le subissent, les bénéficiaires, les usagers subissent quand même, suivant l'âge qu'ils vont avoir, cette nécessité d'accéder à cette digitalisation et au numérique. Des publics plus jeunes, ça fait partie du quotidien. En fin de compte, naître avec un smartphone dans la main et sur des publics moins de 25 ans, alors au-delà des moyens et du coût que ça représente. Après, au niveau des professionnels, c'est aussi une question de génération. J'imagine sur une grosse association comme celle de Tony, il va y avoir des catégories d'âge différentes. Ensuite, des populations moins de 40 ans, voilà, après, je ne dis pas que les plus de 40 ans ont plus de difficultés avec le numérique, mais c'est une réalité. Allez-y, non, Oui, allez-y. pour moi, il y a vraiment deux sujets. L'âge n'est pas forcément parfois le cloisonnement du numérique et la fameuse fracture numérique. On est dans le secteur médico-social et le numérique, il doit avoir du sens. Et lorsqu'il n'a pas de sens et qu'il est là parce qu'il est autoritaire, sécuritaire, on a le règlement général de la protection des données qui est arrivé en 2018, qui était une règle emmenée de l'Europe. Là, les gens ne comprennent pas dans le secteur médico-social. Ils disent mais pourquoi on nous contraint à un certain nombre de sujets. Par contre, quand le numérique devient un aidant, en permettant d'avoir l'information de son collègue de l'autre établissement qui a été transmise, et du coup pour le bénéficiaire, un avantage puisque je ne vais pas répéter une information, je ne vais pas redonner déjà une information que j'ai déjà donnée à la MDPH, à l'ARS, etc. Là, on est dans un vrai bénéfice. Par contre, il y a des travers au numérique. On est dans un vrai bénéfice si tout est bien blindé sur les questions de partage d'informations, de secrets, etc. Mais je crois qu'on a beaucoup avancé sur ces questions quand même. Oui, on a beaucoup avancé, mais on a encore du boulot à faire dans le secteur médico-social. Le sanitaire est. D'un côté, on me dit bien oui, plus de l'autre, avancé. je vois bof. Oui, mais parce qu'on parle enfin, pardon, je vous interromps. Non, je vous en prie. On est sur deux catégories différentes, une grosse association avec de nombreux salariés et Tony qui a cette place et ce poste, comme vous l'avez bien décrit au début, et nous, sur notre association, 50 salariés avec les mêmes obligations. Là, avoir un Digital Personal Officer, un responsable de la RGPD, c'est moi-même sur l'association, mais les moyens, dans notre quotidien de directeur adjoint, c'est difficile à mettre en œuvre et pourtant nous sommes soumis aux mêmes obligations. Donc c'est ça qui est parfois compliqué suivant la taille de d'où on parle. On va regarder 2-3 infos, 2-3 chiffres. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Je ne sais pas. J'en profite pour informer la régie que ma tablette n'a bientôt plus de batterie. Désolée, je vous fais part des petits soucis techniques. Alors, je vais revenir en arrière. Ouais, super, ça marche. Regardez. Les jeunes, parce que j'allais vous poser une question sur pendant la crise, le virtuel, finalement, ça a sauvé la mise à plein d'endroits. Bon, alors oui ou pas. On voit que 65% des jeunes de catégorie pauvre ont consacré moins de 22 heures par jour à l'école, là où c'était beaucoup plus pour les jeunes d'autres catégories, évidemment. J'avance. Les personnes âgées, vous l'avez dit, Tony, la fracture, ce n'est pas qu'une question de génération. Regardez ça, 76% des personnes âgées de la région Pays de la Loire se sont connectées pendant le confinement. Elles sont même 72% à avoir communiqué en visio. Là, on voit, vous pouvez intervenir aussi, que l'outil numérique est une solution et qu'il l'a été pendant la crise, finalement. Et concernant les personnes sans domicile fixe, 91% ont un téléphone portable. Pourquoi? Parce que sans ça, elles ne peuvent plus mener aucune démarche et ça serait vraiment un handicap. Et beaucoup ont un smartphone. Ces chiffres-là ne vous surprennent pas trop, vous les connaissez plus ou moins, hein, Tony? Tout à fait. Ces chiffres, on les connaît et c'est à nous de nous adapter. Le chiffre de la connexion pour les enfants, donc on accompagne à peu près 850 enfants en situation de handicap en Vendée. On se pose la question aujourd'hui, dans notre prochain projet associatif, de dire mais demain, est-ce que quand on accompagne un jeune, on ne lui fournit pas de manière automatique une tablette? Donc là, on se retourne vers les fonds de dotation, les fondations privées, pour dire comment vous pouvez nous accompagner, entre guillemets, à offrir ces services-là et pouvoir échanger avec les jeunes. Pendant la crise sanitaire, les visios chez nous ont augmenté de plus de 4000%. C'est-à-dire qu'on faisait 2 à 3 visios par jour et on en a fait 500, 600, 700 dans les pics. Parce qu'on avait aussi mis les moyens depuis 3-4 ans pour avoir l'outil, de faire l'investissement, d'avoir ces outils-là. Donc nous, on a vécu la crise sanitaire, mais on n'a pas vécu la crise numérique. Là où j'ai des collègues du secteur médico-social, qui sont des plus petites structures, qui ont vécu la crise sanitaire et en même temps la crise numérique. C'est-à-dire comment je fais pour continuer mon accompagnement. Et l'accompagnement, il est aussi physique. C'est-à-dire qu'en télétravail, c'est difficile d'accompagner quelqu'un. Il y a une question que nous pose Yanis. Je pense que Manuel, vous pouvez peut-être apporter une réponse, en tout cas votre avis. Yanis demande qu'est-ce que la fracture numérique a pu provoquer auprès des personnes les plus précaires?
Alors, fracture numérique, là encore, on fantasme des fois sur la fracture numérique parce que ça dépend de quoi on parle, d'outillage, d'acculturation, d'aisance à se servir des outils. Oui, ou... après, quand j'entends précaire, enfin, dans quelle C'est précarité, c'est un spectre très large, hein, finalement. Ouais, tout à fait, il y a différentes précarités. Et après, ça dépend, une fois de plus, le public. Et cette fracture numérique, elle vient dans quel cadre? Tony le disait, il y a par rapport à la scolarisation. C'est une nécessité, c'est les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Pendant le confinement, il a fallu mettre en œuvre des choses pour que nos jeunes précaires qui sont scolarisés, alors ce qui n'est déjà pas toujours le cas, puissent accéder au support numérique qui leur était communiqué, parfois, souvent, mais parfois pas, par l'éducation nationale. Après, il y a la précarité ou le renouvellement des droits, etc., qui peut exister, et des personnes plus précaires dans leur quotidien, dans leurs ressources, n'ont pas la possibilité de s'acheter un ordinateur et d'avoir un smartphone, mais souvent c'est des téléphones à clapper que vont avoir parfois nos résidents. Bien sûr, Mais après, dans notre structure, nous mettons en place, nous, un poste informatique sur lequel ils vont pouvoir faire les démarches nécessaires. Mais en même temps, il y a un souci de formation du citoyen à l'accès numérique. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une réalité. C'est une grosse part de votre boulot, d'ailleurs, à la DAPAIARIA, Tony. Il y a eu un choix qui a été fait, effectivement, d'avoir des anciens chefs de service et aides-soignants qui deviennent ce qu'on appelle des formateurs accompagnateurs autour du SI et qui vont former les professionnels. C'est-à-dire que nous, en tant que techniciens et du métier du SI, on est un peu binaire et on a des difficultés parfois à donner le sens. L'avantage, c'est que ces formateurs accompagnateurs ont une vraie sensibilité à ça, donc à l'accompagnement des professionnels. Et aujourd'hui, la crise sanitaire nous a appris quelque chose, c'est que c'est très bien de faire des outils numériques, mais est-ce qu'ils sont compréhensibles par les personnes qu'on accompagne, donc les personnes en situation de handicap? Et souvent, les services numériques fournis par l'État, par les différentes agences, elles ne sont pas forcément compréhensibles par les personnes en situation de handicap. Donc on s'est posé cette question, et on a répondu, pas plus tard que la semaine dernière, à une réponse à un appel à projet lancé par l'Agence numérique en santé, ce qui s'appelle Structure 3.0, de dire comment demain on peut aider les personnes en situation de handicap d'être acteurs et d'être dans l'autodétermination, dans leur parcours, et vraiment de pouvoir donner leur avis. Donc ça passe par des technologies qui peuvent faire peur, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui va venir, entre guillemets, aider et accompagner. Mais encore une fois, le numérique, il doit être un vrai soutien et une vraie solution. Ça ne doit pas remplacer. Ça fait partie des solutions. C'est ça. C'est une possibilité. Il ne faut pas tout miser dessus, mais c'est une possibilité. Non, parce que on est dans l'intervention sociale, dans l'action sociale, dans la relation, dans l'humain, dans le quotidien. Dans le contact, etc. Enfin, après, c'est assez révélateur. C'est-à-dire, quand il y a une panne informatique, aujourd'hui, en 2020, n'importe où, dans nos associations, là, tout s'arrête. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire, on ne sait plus rien faire, parce que mais d'ailleurs, notre message est un peu instantané, notre boîte mail, tout est bloqué. On ne peut, alors que, finalement... Notre quotidien d'intervention sociale, c'est de l'humain, c'est du contact, c'est de l'accompagnement. Et là, vous savez vous adapter, et là, vous savez trouver des solutions. C'est ça. Parce que quand même, je crois que je l'ai dit à vous deux au téléphone quand on a préparé un peu le truc, je vous ai dit, dans le secteur social, peut-être pas vous qui nous regardez, mais il y a quand même beaucoup de structures qui sont quand même encore presque au Moyen-Âge en termes de rapport à l'outil informatique, ne serait-ce que de quel ordinateur je dispose. Je parlais de vieux bousins, mais c'est vrai. Quand même, il y a quand même des endroits... dessus, on se partage... Oui. Et puis un rapport aussi, une acculturation qui n'a pas été complètement aboutie. Donc quand là, je vous entends, c'est pour ça que je rigolais, parler d'intelligence artificielle dans des programmes auxquels vous réfléchissez, je me dis, waouh. Mais je pense qu'il faut ça. Il faut, vous savez, c'est comme toujours, il faut certains qui avancent et qui vont chercher de l'innovation, et en même temps, ça ne nous empêche pas de réfléchir à comment demain on peut aider les plus petites structures en construisant des solutions adaptées pour pouvoir potentiellement mutualiser, converger des solutions et des idées ou des profils. On réfléchit à ça avec d'autres associations en Vendée. Et au-delà, à un moment donné, c'est aussi ça, le numérique, il permet ça. Il permet qu'à plusieurs, c'est possible d'avancer, et ça doit permettre d'avoir une solution alternative. Ouais. Je reviens sur... pendant la crise, on a beaucoup dit le numérique a permis dans les EHPAD de maintenir un lien alors que les familles n'avaient plus le droit d'aller visiter les personnes. Ça a permis pour les plus jeunes qui sont accompagnés de suivre plus ou moins des cours. Ça n'a pas tant marché que ça tout le temps non plus.
On est d'accord. Après, nous pensions manquer de moyens, et finalement, je vous l'expliquais lorsqu'on a préparé cette rencontre-là, c'est que l'État a aussi mis des choses en œuvre, et que du jour au lendemain, j'ai une livraison de 40 ordinateurs portables du ministère de la Santé, j'ai des élus du territoire qui m'ont fourni aussi des ordinateurs, et une autre association m'a aussi, le conseil départemental de la Sarthe nous a aussi livré des ordinateurs. Et du jour au lendemain, à la fin du confinement, quand tout était fini, j'ai envie de dire, je me suis retrouvé avec 60 ordinateurs. Vous les avez tous mis en service ? Pas tous, non, il y en a qui ont été mis en service, et on a pu dépanner pendant le confinement ceux qui étaient justement avec cette fracture numérique, mais sur la fracture physique, sur l'outil informatique. Je veux dire, on les garde encore un peu de côté, on a installé des points informatiques avec plusieurs ordinateurs, et on les garde, on anticipe éventuellement un deuxième confinement, ou de se dire, bon, ça va servir, et si vraiment il y a un jeune a besoin, ou un moins jeune d'ailleurs, on lui mettra à disposition. Après, il y a aussi la question du Wi-Fi, de l'accès à Internet, parce qu'avoir c'est aussi un autre. Quand on parle d'outils, en fait, il y a ça dedans. Il y a la connexion. Il faut aussi le débit, le streaming, l'accès à Internet en lui-même, en tout cas en 2020. Si on part du principe que l'outil numérique aujourd'hui est indispensable dans la société, qu'il est là, on l'a vu, Brigitte Boriot le disait tout à l'heure d'ailleurs dans le témoignage, dans la petite vidéo, il y a des démarches qu'on doit faire par Internet, donc c'est pas simple quand on n'a pas la connexion. Tout ça. Bon bref, l'outil, le numérique est là. Si on veut qu'il prenne plus de place dans le travail social, parce qu'il peut faciliter les choses, par quoi il faut commencer ? Il faut quand même avoir un peu d'idées. Il faut être accompagné, il faut avoir un projet, il ne s'agit pas de dire que tiens, je vais me faire livrer 60 ordinateurs et puis comme ça, je vais... Vous voyez ? C'est ça, exactement, ça ne fait pas tout, oui. Comment on s'y prend ? C'est souvent le... Je ne suis pas issu du secteur médico-social. Mais justement, c'est ça qui est bien aussi. Et quand je suis arrivé dans le secteur médico-social, j'étais plutôt agréablement surpris, c'est que tout le monde avait ce qu'on appelle un schéma directeur des systèmes d'information, c'est-à-dire une projection de là où on veut aller dans les 5 prochaines années. Vous avez ça, vous, à Nelson Mandela ? Oui, un projet stratégique, une projection où on veut. Oui. Oui, au niveau numérique, peut-être pas en priorité, mais c'est là. La réflexion est là. Mais il existe, et dans quasi toutes les structures. Et je dis à mon directeur général, je dis super, on a un super outil, c'est-à-dire que là, on a... mais sauf que personne ne le pilotait, et entre guillemets, personne ne le suit. Sauf que le numérique, c'est devenu de plus en plus compliqué. On l'a dit tout à l'heure, j'ai utilisé des termes qui sont parfois, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et c'est devenu de plus en plus compliqué. Et si on n'a pas les ressources, et si on n'a pas les bonnes personnes qui nous conseillent, et on a eu aussi un amalgame de structures venant autour du médico-social, accompagnées sur les enjeux du SI. Je ne donnerai pas mon avis sur ces structures-là, mais parfois on se demande, ils vous demandent votre montre pour vous donner l'heure. Et toutes ces structures-là ont venu un petit peu, dans beaucoup de structures médico-sociales, biaiser un petit peu l'enjeu du SI. On s'est dit, mais en fait, vous avez vu, j'ai investi plus, mais ça ne fonctionne pas. Parce que le SI, c'est compliqué, c'est pas simple, c'est pas d'acheter des ordinateurs. Mais donc, du coup, on met qui ? On met quoi ? Il faut quelles compétences ? À quel seuil on peut investir dans un DSI ? Est-ce qu'on doit mutualiser ? C'est une conversation qu'on a... Quand vous parlez d'investissement, regardez, je vais vous remontrer un chiffre que vous avez à l'esprit aussi. C'est ce que l'État prévoit d'investir. Alors, ça, c'était des chiffres nationaux sur la fracture. Pardon, j'ai oublié de les montrer tout à l'heure. La fracture, elle concerne toute la population. Elle est réelle. Et puis, regardez, le Ségur prévoit 600 millions d'euros d'investissement numérique dans les établissements et services médico-sociaux. Donc typiquement, pour boucler et terminer là, avec ce qu'on était en train de se dire juste là, c'est pas que sur du matériel qu'il faut investir, il y a sans doute d'autres types de compétences dont on va avoir besoin. Tout à fait, et il y a une information qui a été donnée, je crois c'est la semaine dernière, par le ministère de la Santé et des Solidarités. Un des points qu'ils ont relevé, en tous les cas en priorité, c'est la mutualisation et la convergence des SI. De dire les petites structures doivent s'adosser aux plus grosses, doivent potentiellement ou se mutualiser entre elles pour pouvoir justement... avec ces financements-là, avoir soit des compétences pour pouvoir les piloter et avancer, soit effectivement avoir acheté du matériel, mais le matériel ne fait pas tout, soit s'équiper en outils. On n'a pas parlé forcément des outils de suivi de parcours des personnes, mais dans beaucoup d'établissements, le suivi de parcours, il se fait par un dossier qui est classé dans une armoire. Encore le dossier rouge, vous m'avez dit. Le dossier rouge. Et quand il y a un problème avec un résident, on dit ouvrez le placard, prenez le dossier rouge. Et je l'ai vécu, on m'a dit mais c'est dans le dossier rouge. Et je dis mais vous avez un outil. Vous avez un outil. Donc pour moi, c'est pas. Il y a toute une démarche à la transformation numérique, c'est le terme qui est souvent utilisé, la transformation numérique. Et le Ségur doit permettre ça, mais c'est encore une fois, ça va être un fonds d'amorçage. Ça va permettre aux structures de se dire le numérique. J'ai tendance à dire ça, c'est comme l'eau et l'électricité. Quand je construis un bâtiment, j'y pense maintenant. Et aujourd'hui, quand vous faites votre maison, vous installez l'eau,
vous installez le gaz, vous installez l'électricité. Et le deuxième point que vous faites, c'est la fibre ou la connexion Internet. Et bien, dans le médico-social, ça, c'était pas inné. Et d'ailleurs, il y a Véronique qui nous dit que finalement, alors ça c'était sur l'innovation, mais j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour le numérique, ne faut-il pas faire connaître les nouvelles pratiques au public notamment. Il y a Gérard qui nous dit comment garantir l'accès aux droits aux personnes les plus fragiles quand les services publics sont dématérialisés et n'ayant plus de contact humain. Ça rejoint ce que disait Brigitte Buriot dans la vidéo tout à l'heure. Et donc, à la question là, de notre séquence digitalisation, quels sont les risques ? Finalement, le plus gros risque, est-ce que, j'en vois plein comme ça que vous avez évoqué, mais ça serait de faire les choses dans le mauvais sens, de ne pas prendre le temps de se poser les bonnes questions, de ne pas former. C'est pas tant un manque de moyens, c'est ça, c'est de prendre le sujet par le bon bout, et Dieu sait que le sujet va, c'est se donner les moyens de se poser, de regarder par où, j'allais dire attaquer, en tout cas accompagner la mise en place de ce nouvel outil, parce que c'est un outil en fin de compte, c'est pas une finalité en soi, la digitalisation, c'est un outil supplémentaire dans notre quotidien. Du coup, si on ne sait pas quoi faire au niveau de l'état des 600 millions d'euros là, du Ségur, il y a André Lebeau qui dit « La présence de médiateurs numériques in situ est indispensable ». Ben voilà, créons des postes de médiateurs, c'est vrai après tout, ça peut être intéressant. Enfin, nous avons un agrément pour les missions en service civique, et voilà, des volontaires en service civique, c'est une mission intéressante. C'est parce que c'est pas notre cœur de métier. À un moment donné, un volontaire, il vient amener des choses et du savoir-faire, et gérer, accompagner cette fracture numérique pour nos résidents, ça fait partie des missions des volontaires que nous pouvons accueillir. Merci à vous deux, c'est déjà fini. Voilà, désolé. Mais l'émission n'est pas finie, on reste ensemble. Merci encore Manuel Alaric et Tony Bessot. Nous, on reste ensemble pour parler de visibilité, d'invisibilité des personnes fragiles.